Lors d'un récent atelier de programmation organisé à Lomé par le ministère des Travaux publics, présidé par le ministre de tutelle Sani Yaya, les prévisions pour cette année ont été présentées. Selon cette prévision, le gouvernement togolais envisage la réparation du réseau routier togolais avec un budget de 13,3 milliards de francs CFA. Ce budget prévu pour la réparation des routes est inférieur de 20% à celui de l'année 2024 qui se levait à 16,5 milliards de francs CFA. Durant cet atelier, le ministre Sani Yaya a rappelé l'importance de définir les priorités stratégiques en fonction de l'état des routes nationales. Dans les détails, la route nationale numéro 1 figure en tête des priorités pour l'année 2025, suivie des axes transversaux et de la réhabilitation des points critiques du réseau routier au Togo. Selon le quotidien d'État Togo Presse, les besoins réels pour l'entretien du réseau routier sont estimés à 41 milliards de francs CFA. En parallèle aux mesures de réparation du réseau routier togolais, le ministre des Travaux publics prévoit des mesures innovantes comme une enquête de satisfaction des usagers. Ceci a pour objectif d'évaluer l'efficacité des travaux et mieux répondre aux attentes des citoyens. Au Togo, l'agriculture représente un pilier de l'économie employant environ 60% de la population active et contribuant à près de 40% du PIB national. Malgré son importance stratégique, le secteur est soumis à un cadre fiscal souvent jugé contraignant par les acteurs agricoles. En effet, les entreprises agricoles doivent composer avec des taxes douanières sur les intrants, des TVA sur certains équipements et d'autres prélèvements qui augmentent leurs coûts opérationnels. Ces mesures, bien qu'officiellement mises en place pour renforcer les recettes de l'État, sont parfois perçues comme un frein au développement agricole, en particulier pour les petits exploitants qui peinent à supporter le poids. Afin de renforcer sa sécurité alimentaire et de dynamiser son économie à travers le développement de l'agriculture, les acteurs agricoles ont plaidé pour la réforme fiscale pour alléger les charges pesant sur les activités agricoles. Dans leurs propositions, les entrepreneurs ont plaidé pour une fiscalité plus adaptée aux spécificités du secteur agricole. Parmi les propositions figurent la réduction et l'exonération des taxes sur les intrants agricoles essentiels comme les semences, les engrais ou les produits phytosanitaires. Ils ont également appelé à la simplification des procédures fiscales pour les petits producteurs, souvent confrontés à des formalités complexes et coûteuses. En allégeant la pression fiscale sur le secteur, le gouvernement togolais pourrait stimuler la production, améliorer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté. Notons que cette réforme fiscale est une réponse concrète aux attentes des populations rurales, souvent marginalisées, et un pas en avant pour faire de l'agriculture une véritable force motrice. Dans un récent rapport intitulé « Analyse de la dette de l'Afrique vers une solution viable et durable », l'Assemblée générale des Nations unies exposait comment les pays africains dépensaient plus sur le service de la dette que sur le financement des politiques publiques telles que l'éducation et la santé. Ce rapport vient confirmer le manque de mécanismes africains de stabilité financière. Il y a de cela 3 ans, la Banque africaine de développement BAD a entamé un travail sur un mécanisme africain de stabilité financière, un dispositif visant à refinancer la dette africaine à des conditions plus favorables et à réduire la dépendance aux créanciers privés. Selon le rapport, sur les marchés internationaux, les pays africains payent 5 fois plus d'intérêts sur leurs dettes. Cette situation est due au fait qu'au cours de la pandémie de Covid-19, le marché international des emprunts a été restreint aux pays africains. Ainsi, pour faire face aux urgences de la pandémie, seuls les marchés privés des capitaux étaient restés ouverts aux pays africains, et ceci avec leurs conditions. Lors d'une session de l'Union africaine consacrée aux finances et à l'intégration économique à Abuja, M. Kevin Chika Oruma, économiste en chef par intérim et vice-président du complexe de gouvernance économique et de gestion des connaissances, a montré que le basculement vers les financements privés, bien que porteur d'opportunités, se traduit par une explosion des coûts pour les pays africains. En 2023, 49% de la dette africaine était détenue par des créanciers privés. Depuis 2010,
la dette publique africaine a augmenté de 170% et 20 pays sont aujourd'hui en situation de détresse. Le continent africain est généralement connu pour être celui des conflits armés, de la Sierra Leone au Soudan, en passant par la Côte d'Ivoire, la Centrafrique ou encore la RDC entre autres. Le nombre de conflits y a été estimé à une quarantaine. Malheureusement, des millions d'enfants sont affectés par ces conflits armés. Séparés de leurs familles, beaucoup d'entre eux assistent malgré eux aux pires violences, subissent de graves blessures. Ces enfants orphelins de guerre continuent d'être hantés par les violences. En ce jour du 6 janvier où a lieu la journée mondiale des orphelins de guerre, l'on estime que sur 32 millions d'enfants africains orphelins, plusieurs millions sont des orphelins de guerre. La célébration de cette journée est l'occasion de rappeler que chaque année, des dizaines de milliers d'enfants grossissent le rang des victimes directes ou indirectes des conflits armés. Par ailleurs, il est aussi à souligner que la Convention relative aux droits de l'enfant affirme que les droits des enfants doivent être respectés même en période de guerre. Kémy Séba se rêve président du Bénin en 2026. Le leader de l'ONG Urgence panafricaniste a dévoilé un pan de son programme présidentiel dans une vidéo de près d'une dizaine de minutes sur ses réseaux sociaux. Il annonce entre autres une politique sociale axée sur le bien-être de ses concitoyens et une réduction de la présence française dans l'économie. En clair, une affirmation de la souveraineté par le pouvoir des urnes qu'il appelle de tous ses voeux. Pour ce faire, il faudrait réunir les parrainages délivrés par les maires et les députés obligatoires pour tout candidat à l'élection présidentielle. Sans parti politique, reste à savoir si la candidature de Kémy Séba fera l'unanimité au sein du parti Les Démocrates de l'ancien président Boni Yayi qu'il se propose de rejoindre. En cas d'échec, le leader panafricaniste promet d'utiliser tous les moyens qui s'offrent à lui pour une réforme du code électoral. Le dépôt des candidatures est prévu pour octobre prochain. Depuis le port d'Abidjan, la menace est encore invisible. Mais au large, à 25 km des côtes, le Zimrida et ses 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium à son bord sont bien en route vers la capitale économique ivoirienne. On nous dit que le navire n'est pas loin des côtes ivoiriennes. Donc si je comprends bien, tout juste après ce navire-là, vous allez voir ce navire-là accosté là-bas. Le bateau, qui devait accoster dans moins de 24 heures, est suspecté d'une avarie de sa cargaison, assez inquiétante pour provoquer dès ce lundi une réunion entre les autorités du pays, le propriétaire de la marchandise et le transporteur pour un examen approfondi. En attendant, les responsables du port d'Abidjan affirment que le navire restera en rade extérieure, en dehors des eaux ivoiriennes. 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, c'est un volume plus de 7 fois supérieur à la quantité qui avait provoqué l'explosion dans le port de Beyrouth en 2020. Hautement dangereuse, la cargaison du Zimrida débute sa traversée controversée en août dernier, depuis la Russie, à bord d'un autre bateau, le Ruby. Après une tempête en mer, il est immobilisé plusieurs semaines au large des côtes anglaises. D'après une ONG française et plusieurs médias britanniques, la cargaison est alors transférée sur le Zimrida avant de reprendre sa route vers Abidjan aujourd'hui, où il est prévu que soient déchargées 3000 tonnes de ce nitrate d'ammonium utilisé comme fertilisant dans l'agriculture. Maintenant, nous posons la question, qui sont ceux-là qui ont commandé ces marchandises-là pour le compte de la Côte d'Ivoire? Ils doivent être attendus. Comment un navire qui est aussi dangereux, dont on nous parle, peut rentrer dans le pays avec le problème des déchets toxiques qui s'est produit là? Tout le monde est traumatisé. Ce traumatisme, réveillé par l'arrivée du Zimrida à Abidjan, c'est l'affaire du Probo Koala. En août 2006, ce navire affrété par une société suisso-néerlandaise avait débarqué plus de 500 mètres cubes de déchets hautement toxiques dans la capitale économique ivoirienne. Ces déchets avaient été déversés de façon sauvage en plusieurs endroits et avaient provoqué la mort de 17 personnes et l'intoxication de dizaines de milliers d'autres. Pour Ruffin, cette récolte a le goût amer de l'injustice. Car pour lui, le bio n'est ni une étiquette, ni un business. C'est simplement la norme. Pourtant, l'UE a décidé de retirer le cacao congolais de son marché. Il pourrait donc perdre son travail, son seul moyen de subsister.
Ça fait maintenant 11 ans. Ça fait 11 ans que je cultive le cacao. Donc, mes parents m'ont légué ce terrain et c'est même comme ça que j'ai pu payer mes frais de scolarité. Mais là, cette décision interdisant l'exportation du cacao congolais, c'est décourageant car ici, tout le monde a investi dans le cacao. On se demande si ce n'est pas pour freiner notre développement. La réglementation européenne zéro déforestation interdit l'importation de produits agricoles issus de terres où la déforestation s'est produite après le 31 décembre 2020. Les 27 invoquent des motifs sécuritaires qui entravent la certification du café et du cacao produits dans l'est de la RDC en proie au conflit. Prévue le 1er janvier 2025, la mesure est reportée au 30 décembre 2025. Et cette mesure provoque l'inquiétude des producteurs. Dans une lettre adressée au ministère du Commerce congolais, la Fédération des entreprises du Congo du territoire de Béni craint, selon ses mots, des conséquences économiques et sociales fâcheuses. Ça va impacter non seulement notre chiffre d'affaires, mais ça va impacter la vie sociale de la population. Et si vous faites les tours aussi dans la région du Nord Kivu et à la province de l'Ituri, malgré que nous vivons l'insécurité, mais quand même la population ne cesse de se développer et grâce à l'activité du cacao et du café. Le pays met en avant son faible taux annuel de déforestation, estimé à environ 0,03%, tout en soulignant que la culture du café et du cacao contribue à la reforestation. À l'horizon 2030, la RDC ambitionne de produire 3 millions de tonnes de cacao par an, contre 150 000 en moyenne actuellement. Alors Kinshasa souhaite entamer un dialogue avec Bruxelles en incluant la MONUSCO, présente dans l'est du pays. Mais en parallèle, la RDC cherche aussi à diversifier ses partenaires en se tournant vers les États-Unis, l'Inde et la Chine. Objectif, réduire sa dépendance au marché européen. C'est un retour des plus inattendus. L'opposant Venancio Mondlane annonce son arrivée à Maputo jeudi 9 janvier, quelques jours avant l'investiture du nouveau président Daniel Chapo. En exil après la disparition de 2 de ses proches, l'opposant promet de récupérer le pouvoir. Depuis son départ au mois d'octobre et alors que les élections générales ont été entachées d'irrégularités, Venancio Mondlane crie au hold-up électoral et lance régulièrement des appels à manifester. Des manifestations qui ont déjà fait des dizaines de victimes par balle et paralysé l'économie de ce pays. Des milliers de Mozambicains ont été poussés à l'exil. Dimanche, le bloc régional SADC s'est inquiété des violences post-électorales et invité les partis au dialogue. Venancio Mondlane refuse tout compromis avec le parti au pouvoir en place depuis 1975. Dans la région de l'Afar, au nord-est de l'Éthiopie, des milliers d'habitants sont évacués de toute urgence. Un tremblement de terre de magnitude 5,5 a secoué le nord du pays ce vendredi. Il fait suite à des coulées de lave importantes émanant du volcan du Mont Dauphin, une catastrophe naturelle qui a causé d'importants dégâts. Les routes principales et les habitations ont été gravement endommagées. Le volcan touche toute la communauté de cette région. Nous sommes effrayés et en état de choc. De nombreux habitants ayant des moyens ont pu évacuer rapidement malgré la panique, tandis que d'autres essaient encore de se rassembler et de rassembler leurs affaires pour quitter le village. Dans la foulée, plusieurs trous sont apparus, libérant une substance inconnue. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'eau chaude, de boue chaude ou de feu. Seul Dieu sait ce que le ventre de la terre libère sur nous. Nous sommes incapables de l'identifier et c'est risqué de s'en rapprocher. Les routes sont endommagées et les habitants du village voisin de Sagento-Kébélé sont confrontés à des difficultés considérables. Nous essayons de fuir avec nos femmes, nos enfants et notre bétail pour trouver un endroit plus sûr. Si la fumée du volcan s'est arrêtée, la lave, quant à elle, continue de couler. Cela fait plusieurs mois qu'une activité sismique importante est observée dans la région. Depuis fin septembre, l'Institut américain de géophysique y a enregistré plus de 67 tremblements de terre.
Pour la 35e année consécutive, la Chine entame son année diplomatique par une tournée africaine. Dans le cadre du renforcement des partenariats, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi se rendra du 5 au 11 janvier en Namibie, au Congo, au Nigeria et au Tchad. La Chine a mis en avant le concept de coopération gagnant-gagnant. Et Pékin croit réellement qu'en s'engageant et en se connectant avec l'Afrique, elle peut se développer en tant que pays, mais elle peut également permettre au continent africain de faire des progrès. Les pays africains attendent une coopération renforcée dans des domaines comme les infrastructures, où la Chine a réalisé un travail fantastique dans plusieurs pays. Cette tournée s'inscrit dans la continuité du 9e forum sur la coopération sino-africaine qui a déjà permis de mobiliser des milliards de dollars pour des projets et d'encourager des partenariats éducatifs et technologiques.